Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Invincible d'Olivier Goy et Anne Fulda, lu par Guillaume de Tonquédec. À Virginie, Clément et Louis. Olivier. À Maman, à Juliette, Thomas et Cortot. Anne. Une soif absolue de vie. Avant-propos d'Olivier Goy. Principe de précaution, progrès de la science, confinement, tout est mis en place pour éloigner la maladie et la mort. Et pourtant, elles sont et seront toujours là. Nous pouvons feindre de l'ignorer, mais la réalité nous rattrape immanquablement. Je l'ai compris tardivement, à 46 ans, quand on m'a diagnostiqué la maladie de Charcot. Une maladie neurodégénérative mortelle et orpheline qui se traduit par une paralysie progressive des muscles et affecte également la phonation et la déglutition. Elle laisse en revanche au malade ses pleines capacités intellectuelles. Je suis devenu prisonnier muet et conscient de mon reste à vivre, 3 à 5 années, habituellement. De manière surprenante, cette cassure brutale a révélé en moi l'hypocondriaque une soif absolue de vie, tout en regardant la mort paisiblement dans les yeux. La maladie m'a mué en combattant. Un combat pour faire mieux accepter le handicap. Un combat pour la recherche. Un combat pour faire aimer la vie, même dans ses difficultés. Ce combat, je l'ai porté dans un film de Stéphanie Pilonka, Invincible été, sorti au cinéma en 2023 en France, avant de faire le tour du monde. Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour, Japon, Suisse, Madagascar. Je le poursuis en tant qu'ambassadeur de l'Institut du cerveau, ICM, président de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, ARSLA, et parrain des Invincibles. Ce combat me porte autant que je le porte. La rencontre avec Anne Fulda, grand reporter et auteur, est l'occasion de tirer les premiers enseignements de 3 années intenses. Un échange vrai, sans tabou, avec humour, dans lequel j'ai partagé mes doutes, loin d'un mode d'emploi plein de certitudes. Si je n'attends rien de la science dans le temps qu'il me reste, ce combat pour les autres me galvanise. Il donne un nouveau sens à mon passage.
La maladie, malgré elle, me fournit le plus efficace des leviers. Je souris de ce joli pied de nez. Notre questionnement se veut utile au plus grand nombre. Les malades, évidemment, mais aussi les proches comme les moins proches. La maladie de Charcot est un prétexte pour parler de la vie sans faux semblant. Que dire? Que faire? Comment réagir quand la foudre frappe à côté de vous? Comment interagir au quotidien avec un malade, que l'on soit du cercle familial ou un soignant? Comment définir ses nouveaux objectifs de vie? Comment éviter les pièges tendus par tous les indélicats profiteurs du désespoir? Loin d'un précis du mourir heureux, ce livre est un appel à vivre intensément. Le combat ne s'arrête pas là. Évidemment, ce livre n'est pas un point final. Il n'est qu'un pavé sur la route d'un combat que je souhaite beaucoup plus ambitieux. Les idées foisonnent. Je n'aurai probablement pas le temps ni l'énergie de toutes les mener à terme, mais j'ai envie de croire qu'un élan invincible est en marche. Derrière le sourire. Avant-propos d'Anne Fulda. Il rit. Il rit à perdre haleine. Il rit de bon cœur, avec son drôle de rire qui secoue son corps tout entier. La situation pourtant pourrait l'inquiéter, elle est objectivement critique. Ce 26 janvier 2024, Olivier Goy, à l'arrière d'un véhicule utilitaire de type Kangoo qui l'accompagne jusqu'au centre-ville de Biarritz, vient de constater impuissant, incapable de prévenir le conducteur puisqu'il ne parle plus, que les portes battantes arrière de la voiture sont ouvertes alors que le véhicule roule. Il se retrouve donc dos au passager et face à la route, son fauteuil retenu seulement par 2 courroies. Le conducteur ayant été prévenu, la voiture s'arrête rapidement dans ce quartier de la Négresse, près de la gare de Biarritz, dont une partie est bloquée par des tracteurs d'agriculteurs en colère. Je rejoins Olivier. À aucun moment il n'a exprimé le moindre signe d'effroi ou d'inquiétude face à cette situation cocasse qui aurait pu être dramatique. Non, même pas peur. Olivier a décidé d'en rire, avec une pointe de défi dans le regard, comme il a décidé de défier la maladie qui peu à peu lui retire toutes ses capacités motrices. Il y a des images comme ça qui résument une personnalité. Et celle-ci me vient naturellement à l'esprit après ces quelques mois durant lesquels nous nous sommes beaucoup vus, avons beaucoup échangé, beaucoup par SMS. Oui, cette image d'un Olivier Goy frôlant le danger et la mort qui prend le parti de la vie. Résolument. De la vie et du combat. Une seconde nature chez cet entrepreneur audacieux et talentueux qui, atteint de la maladie de Charcot à 46 ans, a décidé d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour faire connaître la maladie et récolter des fonds pour développer la recherche. Pourquoi proposer à Olivier, que j'avais rencontré en 2023 pour Le Figaro, en marge de la sortie du documentaire Invincible été, qui lui était consacré, d'écrire un livre avec lui? Parce que le personnage, sorte de Merlin l'Enchanteur, est étonnant. Parce qu'il dégage une force vitale, une forme d'énergie solaire qui emporte tout sur son passage, alliée à une détermination à faire trembler les murs et à une exigence sans faille. Parce que celui à qui sa grand-mère, agacée par son impatience, répétait tout le temps « Minute, papillon », a gardé cette ardeur, cette hâte à voir les projets engagés se concrétiser. Parce que surtout, alors qu'on lui a dit qu'il allait mourir, il a décidé de vivre. Pas seulement pour profiter de la vie avec les siens, de l'instant présent, mais aussi pour les autres. Pour faire progresser une recherche sur la maladie de Charcot dont il ne pourra pas profiter. Enfin, je me suis lancé dans cette aventure avec un survivant qui a décidé de vivre encore plus parce que j'ai vu ma mère souffrir d'une maladie neurodégénérative très proche. Parce que j'ai vu cette belle femme touchée par la maladie perdre aussi, une à une, toutes ses fonctions motrices et devenir peu à peu enfermée dans son corps, en conservant jusqu'au bout sa tête, mais aussi sa voix, toute sa tête. J'ai constaté chez elle, comme chez Olivier, un attachement à la vie qu'elle avait pourtant souhaité abréger au début de sa maladie, indestructible, malgré les souffrances physiques et morales. C'est aussi cela que j'ai voulu toucher du doigt dans ce livre écrit avec Olivier.
La vie tient souvent à un fil ténu et s'impose parfois de manière impérieuse dans les recoins les plus secrets, les plus inattendus. Alors qu'en même temps que nous travaillions sur notre livre, le débat sur la fin de vie battait son plein et donnait la parole à des partisans du droit à mourir, lesquels invoquaient souvent la maladie de Charcot pour le justifier, certaines rencontres que j'ai faites avec Olivier ont été troublantes. Elles ont montré que la vie que les bien portants n'estiment pas supportable demeure tout à fait appréciable pour certains malades qui s'adaptent petit à petit, repoussent au fur et à mesure le curseur de ce qui, quelques mois plus tôt, leur semblait inacceptable. Tandis que d'autres, c'est vrai, ne le supportent pas. Olivier, lui, a décidé de vivre sa vie pleinement, dans le moment présent. En taisant ses souffrances, en refusant de parler, y compris à ses plus proches, de son état de santé, de l'avancée inéluctable de la maladie. Et surtout en arborant ce sourire insolent, comme un pied de nez à la maladie si cruelle qui le touche, à cette maladie qui lui fait perdre le contrôle de son corps alors qu'il a toujours voulu tout contrôler. Étonnamment, alors que la maladie de Charcot fait ressurgir chez lui quelque chose d'enfantin, de l'ordre de la pensée magique, il est frappant de constater que sa voix n'a jamais autant porté que depuis qu'il l'a perdue. Chapitre 1. La trajectoire brisée d'un Golden Boy. Anne Fulda. Il y a des jours comme ça. Des jours que l'on aimerait effacer de sa mémoire. Jusqu'à ce jour de décembre 2020, Olivier Goy avait une vie qui pouvait sembler enviable au commun des mortels. Une vie accomplie, bourgeoise, équilibrée entre sa famille, sa femme, Virginie, et leurs 2 garçons, Clément et Louis, et son travail. Surtout son travail. Beaucoup son travail. Un travail comme une passion dévorante, une maîtresse exigeante et chronophage. Il menait une vie bien remplie, comme son agenda débordant de rendez-vous de toutes parts, avec des journées quadrillées, minutées, jusque dans leurs moindres détails. Des réunions de travail à l'appel pour ce bosseur acharné qui avait du mal à lâcher prise, même en vacances, parlant business lors de repas avec les femmes et les enfants, ne décollant pas le nez de son ordinateur. Une réussite professionnelle indéniable, en tout cas. Celle d'un Haut-Savoyard né à Annemasse le 22 mars 1974, 2 jours après sa femme Virginie, et dans la même maternité, qui a très vite su qu'il souhaitait s'accomplir par le travail. Une forme d'ascenseur social, d'affirmation d'une ambition d'abord plus modeste. Il voulait être expert comptable, d'aboutissement matériel et familial. Celle d'un doueur, comme disent les Américains, tout concentré sur son désir de faire, de construire. Olivier Goy a donc suivi la trajectoire classique d'un enfant de province parti à la conquête de la capitale. Après une prépa à Annecy, des études à Strasbourg et à Montréal, d'un Lucien de Rubempré désireux, comme beaucoup d'autres avant lui, de trouver la reconnaissance à Paris. À Paris, je n'avais pas imaginé un tel entre-soi. Cette reconnaissance, il l'a acquise avant tout grâce à sa détermination et à son travail. Avec, en débarquant dans la capitale, la rage rentrée, l'impression de ne pas avoir les codes, de ne pas avoir fréquenté ces lieux qui facilitent la construction d'une vie professionnelle, de ne pas bénéficier de ce fameux réseau informel acquis sans effort par certains dans les rallyes, les écoles privées, les clubs de sport de l'Ouest parisien. Quand je suis arrivé à Paris, cela a été un choc de voir que tout le monde se connaissait. Je n'avais pas imaginé un tel entre-soi, nous confie-t-il, lorsque nous le rencontrons dans son bureau en janvier 2024, et que, désormais incapable d'utiliser sa voix, il s'exprime en écrivant sur son téléphone portable, accroché à son cou par un gros cordon, avant d'appuyer sur un bouton pour qu'une voix artificielle lise ces mots. À l'époque, ce monde dans lequel il évoluera plus tard comme un poisson dans l'eau, lui fait sentir qu'il n'en est pas. Ou en tout cas, il le ressent ainsi. Ce qui accroît probablement son ardeur à grimper les échelons. Que l'on ne se méprenne pas. Olivier n'a pas eu, loin de là, une enfance à la Zola. Ses parents sont des notables de la région d'Annemasse, des bourgeois qui habitent encore aujourd'hui la petite commune de Gaillard, située à la frontière suisse. Sa mère, volubile et joyeuse, a plusieurs commerces de vêtements en France et en Suisse, et son père est entrepreneur.
Il a travaillé dans l'immobilier et notamment construit de ses mains un club de tennis, où le jeune Olivier aura son premier contact avec le handicap en assistant à un grand tournoi de tennis en fauteuil. Mais il le reconnaît sans fausse pudeur, un riche en province, c'est un pauvre à Paris. Très business-oriented. Tout jeune déjà, et même s'il assure avoir fait les 400 coups, Olivier est plutôt du genre sérieux, comme en témoigne sa sœur cadette. L'insouciance de la jeunesse, la drague, les sorties jusqu'à pas d'heure, les soirées trop arrosées passées à refaire le monde, c'est pas trop son truc. Il est certes sportif, joli garçon. Sa sœur de 4 ans, sa cadette, se souvient des déclarations d'amour de fille envers son frère inscrites dans les toilettes du lycée. Mais bon, Olivier n'a pas de temps à perdre. Il est concentré, très business-oriented, comme on dirait dans les pages économiques des journaux où il rêve de figurer. Mu par un moteur puissant, son désir irrépressible d'indépendance, il souhaite très vite, après 9 mois d'expérience professionnelle dans la finance comme salarié, monter sa boîte, devenir son propre patron. 25 ans après, il peut se targuer d'avoir réussi. Il a connu le succès et acquis la reconnaissance en créant des entreprises nées en adaptant des métiers anciens, le capital investissement et le prêt. 123IM a pour objet d'ouvrir le capital investissement au grand public alors qu'il est jusqu'alors réservé aux happy few. October, né à la suite de l'ouverture du monopole bancaire en octobre 2014, entend permettre aux PME d'accéder à des modes de financement qui leur étaient jusqu'alors interdits. Une manière pour Olivier Goua d'être utile, de bouleverser le jeu et les règles apparemment immuables du monde économique, assumant une forme de transgression sous des dehors sages, voire austères. Une posture et une manière d'aborder la vie que la maladie n'a en rien altérée. Au contraire même. Son indépendance et sa réussite se matérialisent dès 2005, alors qu'il n'a même pas 40 ans, par l'acquisition de quelques biens. Un bel appartement à Neuilly-sur-Seine, une maison de campagne en Normandie, quelques joujoux emblématiques de ceux qui ont réussi, une Ferrari vite revendue, cela ne m'intéressait pas, au fond. Quelques belles montres dont il ne sait pas quoi faire et qu'il va revendre aussi. Je me sentais vraiment en infériorité, j'avais une revanche sociale à prendre, reconnaît Olivier. Sa réussite est également saluée par les milieux financiers et les médias. Olivier Goua, le financier qui permet aux particuliers de miser sur les PME, titrait Le Figaro en 2014. Pour la faire courte, lancé Mathieu Stéphanie dans un premier podcast le 20 janvier 2019, le mec a inventé le financement participatif d'entreprises en 2001 en France avec 123 Investment Managers, ex-123 Venture, tout simplement. Aujourd'hui, il dirige October, anciennement Lendix, qui propose aux particuliers de prêter de l'argent aux entreprises. Olivier Goua, rouleau compresseur du financement participatif français, renchérissait Les Échos en 2018 dans une série consacrée aux nouvelles stars de la FinTech. Mais voilà, un rouleau compresseur, ça fonce. Ça se tient droit, ça ne finasse pas, ça ne pleurniche pas. Du moins en public. Un rouleau compresseur, c'est un caractère. Olivier Goua est soucieux toujours de justice, mais c'est aussi une force qui va, quitte parfois à écraser les autres. Sans faire exprès involontairement, mais parce que les faibles, les gens sans épaisseur, cela ne l'intéresse pas. Il ne rentre pas vraiment dans son logiciel. Coming out médical. Aussi, Olivier Goua n'aime pas s'appesantir sur cette journée de décembre 2020 qui a fait basculer sa vie. Il l'a vraiment fait une seule fois, histoire d'en être quitte, de ne plus avoir à y revenir sans cesse. C'était dans une émission de podcast Génération Do It Yourself, enregistrée le 21 mars 2021, avec comme titre « La vie, la maladie, le dépassement, Memento Mori ». Do It Yourself. Lui qui affectionne l'humour noir aurait pu sourire de l'ironie de ce nom. La SLA, sclérose latérale amyotrophique, la maladie dont il est atteint, conserve intactes les capacités intellectuelles des malades, mais conduit en effet à dépendre des autres, à perdre le contrôle de son corps, inéluctablement, pour le moindre geste de la vie quotidienne. Alors dans ce contexte, ce do it yourself apparaît presque comme un pied de nez qui fait penser à cette fameuse réplique du film Intouchable.
Quand Omar Sy, en train de dévorer un paquet de M&M's, lance à François Cluzet, tétraplégique, cloué dans son fauteuil et qui en voudrait bien, pas de bras, pas de chocolat. Do it yourself. Pour une fois, Olivier Goy, qui a tendance à rire de tout avec une fin de distance qui trouble parfois certains de ses proches, n'a pas relevé cette incongruité. Et s'il a décidé de se livrer, de se mettre à nu ou presque, lors de ce podcast très prisé par les entrepreneurs successful, c'est avant tout pour des raisons professionnelles. Parce que faire son coming out médical, comme Arthur Sadoun, le patron de Publicis, qui a dévoilé en 2022 qu'il était atteint d'un cancer à papillomavirus aux amygdales, était une manière d'éviter que des informations pouvant nuire à son entreprise soient diffusées. Je connais un peu le monde des affaires. Je n'avais pas envie de laisser les rumeurs se répandre. Je n'avais pas envie non plus d'informer quelques amis et de laisser faire le bouche à oreille, explique-t-il ce jour-là. Parce qu'aussi et surtout, c'était une manière de montrer que c'était toujours lui qui menait le jeu. À l'époque, cette décision de rendre publique sa maladie n'enchante pas ses proches, notamment ses parents. On s'est battu pour qu'il ne fasse pas le podcast, c'était trop pour nous, confirme sa mère. Mais voilà, Olivier Goy a choisi. Et il n'est pas du genre à changer d'avis. Hors de question pour lui, qui a pourtant jusque-là été discret concernant sa vie privée, de se cacher, de faire semblant. La difficulté ne m'a jamais fait peur. Au contraire, je pense que je suis meilleur dans l'adversité. Et aujourd'hui, j'en ai une bien belle d'adversité face à moi. Cela me donne l'occasion de me révéler. Je le fais parce que je l'ai décidé, explique-t-il bravache face à son intervieweur. Je le fais parce que je l'ai décidé. Les mots, ces mots sont importants. Ils disent beaucoup d'Olivier, de son choix de toujours faire primer sa détermination et sa volonté, de son caractère inflexible, un brin autoritaire. Dans ces mots, on perçoit que pour lui, l'hésitation, le doute, la procrastination sont la marque des faibles, des gens de peu de caractère. Un autre monde, pas le sien. Il a toujours été comme ça, confirme sa mère. Il n'a pas changé, il n'avait aucun complexe. Il n'a jamais douté de rien. Et de continuer, c'est quelqu'un qui tire vers le haut. Il cherche toujours ce qu'il y a de mieux. Il a une forme d'exigence. Ce 21 mars 2021, au micro de Mathieu Stéphanie, s'exprimant encore avec la prestance d'un homme de pouvoir qui, comme le définit Stéphanie Pilonka, la réalisatrice du documentaire Invincible était, aime toujours avoir la main, dominer les éléments, être propriétaire de sa vie. Il déroule le fil de son histoire, convaincu que la force de la volonté a raison de tous les obstacles. Il y a quelque part de l'autoconviction, du wishful thinking, la méthode Coué, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, concède-t-il. Mais je l'ai décidé et c'est comme ça, point barre, répète-t-il dans le podcast. Je l'ai décidé et c'est comme ça. Superman ? Non. Il le confesse sans hésiter. Avant cette prise de parole, avant de décider d'expliquer avec ses mots ce sale coup du destin, il a passé les 4 pires mois de sa vie. Lui, si pudique, lui qui a accepté pour une fois de se foutre à poil, de se dessaper, laisse à peine percer son émotion. Sa voix tremblote un peu, mais bien moins que celle de son intervieweur qui a l'air submergé par l'émotion, la compassion. Tout ce qu'Olivier ne veut pas, tout ce dont il a horreur. Hors de question pour lui d'en faire des tonnes, de faire jouer les violons pour qu'on le plaigne, pour susciter l'empathie. Et pire que tout, la pitié. Alors ce jour-là, en tenue cool, col roulé et casquette sur la tête, il raconte ce premier jour du reste de sa vie, avec toujours ce recul, cette distance ironique qui sont sa marque. Je te fais l'histoire à la Pierre Bellemare. C'était un matin de 2019 et ça commence lors d'une partie de tennis avec un ami. Il tape comme une brute et je n'arrive pas à renvoyer ses coups. J'ai ma raquette qui tourne toute seule dans ma main. Le scénario se reproduit 1 ou 2 fois et là ce grand sportif, par ailleurs fan de ski, décide d'arrêter un temps de taper la balle. On évoque une tendinite, mais celle-ci s'éternise. À l'époque, la France, comme le monde entier, subit la pandémie de Covid déclarée par l'OMS le 11 mars 2020. Gestes barrières, distanciation physique, passe sanitaire, masques et vaccins rythment la vie de tous.
Et surtout, le 16 mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron annonce, lors d'une adresse à la nation, un premier confinement national qui sera suivi d'un second du 30 octobre au 15 décembre 2020. Durant cette drôle d'époque où la vie semble figée, suspendue, Olivier Goy laisse tomber le tennis, c'est parti avec ses enfants le week-end, mais aussi avec ses amis. À l'été 2020, alors que ses amis lui proposent de faire une partie avec Bruno Le Maire à Chamonix, son ami Jean-Philippe Cartier est proche du ministre, il décline la proposition. En temps normal, il leur dit oui tout de suite, sourit affectueusement son ami et associé Xavier Antoniose. Et cela se serait terminé par un selfie avec le ministre posté sur Instagram. La sœur d'Olivier, qui se prénomme Virginie, comme sa femme, se souvient. Souvent on jouait au tennis ensemble pendant les vacances, mais l'été qui a précédé le diagnostic, il nous a dit qu'il ne pouvait plus jouer, qu'il avait mal. On s'est un peu moqué de lui, au tennis il tapait comme une brute sur la balle avec son côté bourrin, alors on lui a dit forcément avec tes services de fou. Franchement, on croyait tous à une tendinite. Il me disait, c'est bizarre, quand même le matin, je n'arrive pas à enlever le téléphone du chargeur. Mais comme il est un peu de Marseille, quand il disait ça, on le prenait pas trop au sérieux. Olivier, en revanche, continue le vélo, jusqu'à ce jour où, porte d'Aubervilliers, alors qu'il roule tout seul, tranquille, il subit une grosse chute et se fait vraiment mal sans comprendre pourquoi. Difficile pour cet hypocondriaque qui, selon sa femme Virginie, pouvait en faire des tonnes à propos d'un simple rhume ou d'un mal de tête. C'était la fin du monde, il fallait limite appeler ses parents pour qu'ils viennent l'embrasser une dernière fois, mais cela a complètement changé depuis qu'il est malade, d'abandonner un mode de vie très sportif, adopté dès ses jeunes années loin de la capitale, en Haute-Savoie. Une époque où il faisait du ski, bien sûr, un sport qu'il a continué à exercer longtemps, entraîné par ses parents qui, l'un et l'autre, l'enseignaient le dimanche au ski club, mais aussi du volley, sans compter ses escapades en plein air avec des activités un peu risquées. Il y a entraîné Virginie, sa sœur, qui se rappelle l'escalade de grue dans des carrières alors qu'ils avaient respectivement 12 et 8 ans. Un garçon casse-cou, donc, mais pas vraiment fêtard, poursuit sa sœur. Moi, j'avais envie de sortir, j'avais envie d'enfreindre plus de règles que lui. Ce n'était pas simple, se souvient-elle. Et d'ajouter, pour des parents, c'est idéal. Il était dehors, mais il ne sortait pas. Il faisait du sport et il revenait. Le week-end, il ne voulait pas sortir pour rentrer à 3 heures du mat. Il ne buvait pas non plus. Une vie saine, équilibrée. Il ne boit toujours pas une goutte d'alcool et pour lui quiconque consomme plus de 2 verres de vin en un soir a déjà un pied dans l'alcoolisme qu'il a continué à mener adulte. En s'appuyant sur ses piliers, sa femme, ses enfants, ses rares amis, sa réussite professionnelle et sa passion pour la photo, développée avec la fondation Photo for Food. Voilà, j'ai trouvé ce que vous avez. C'est alors qu'arrive le grain de sable. Dans cette vie bien réglée, si parfaite en apparence, ces petits signaux d'alarme que lui envoie son corps le chiffonnent. Voici donc Olivier qui enchaîne les rendez-vous médicaux et les examens. Analyse de sang, IRM cérébral et scanners divers et variés se révèlent tous bons dans un premier temps. Puis, en octobre 2020, les neurologues de l'hôpital Rothschild décident de lui faire passer un électromyogramme, un examen médical qui consiste à enregistrer l'activité électrique des muscles. Il le supporte très mal. « Je sors de là vraiment pas bien », se souvient-il. Puis tout s'emballe. Il tient des propos incohérents, vomit, avant de perdre connaissance. Olivier est alors opéré en urgence et parle encore de l'opération comme d'une intervention de plomberie. Il le raconte ainsi. Il était venu pour passer des examens dans la journée et il se réveille 10 à 12 heures après avec un trou dans le front. Il restera à l'hôpital une dizaine de jours dans une période difficile. Les visites sont en effet encore très limitées à cause de la pandémie de Covid toujours présente en cet automne 2020. Il ne le dit pas, mais il gamberge sûrement durant cette période, seul entre les murs blancs de sa chambre, entendant les bruits sourds et mats de l'hôpital et devant avaler, lui qui est si gourmand, les plats insipides de l'assistance publique. Quand il revient chez lui, il n'a toujours pas eu d'explication concernant cette cascade d'événements médicaux. Jusqu'à ce jour de décembre 2020, où une neurologue de la Pitié-Salpêtrière, le docteur Amador, lui confirme l'intuition des médecins de Rothschild. On met enfin un nom sur ces mots. Voilà, j'ai trouvé ce que vous avez.
Cela s'appelle une sclérose latérale amyotrophique, SLA, la maladie de Charcot, lui annonce-t-elle, dans un petit bureau vétuste du département de neurologie, qui a déménagé depuis dans un bâtiment high-tech. Le docteur Amador lui explique ce qu'est cette maladie. Une maladie qui bloque les neurones moteurs, qui rend le patient prisonnier de son corps, paralysant petit à petit ses 4 membres, puis son système respiratoire, tandis que son cerveau et ses capacités intellectuelles demeurent intactes. Et parfois plus que performantes, comme chez Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien auteur d'une brève histoire du temps. Atteint d'une forme à évolution lente de la maladie, celui-ci est mort à 76 ans. Une maladie rare, donc. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.